Merci de nous choisir. Midi à l'instant, le grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, l'État du Sénégal n'a pas défendu ses intérêts dans le contrat qui le lie à Eiffage pour la réalisation de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia. C'est l'économiste El Hadj Mounirou Ndiaye qui le dit. L'enseignant-chercheur émet quelques doutes par rapport à ce partenariat public-privé. Des problèmes d'eau à l'hôpital de Fann. Les accompagnants des malades sont obligés de se débrouiller tout seuls pour retrouver des bouteilles d'eau minérale. En Casamance, les populations du village d'Efok dans la commune de Santhiaba-Manjac ne peuvent pas exploiter leurs terres et rizières. C'est du fait des positions rebelles qui sont juste à côté. Elles souhaitent le retour définitif de la paix dans le sud du pays. À suivre la chronique du jour, chronique signée Papa Sambakan. L'actualité internationale, Georges Dechedia, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. En Centrafrique, lendemain des incidents à Bangui, incidents qui ont fait 4 morts, la MINUSCA fait le point. À suivre dans ce grand journal, un responsable de la mission de l'ONU, le porte-parole. Union africaine, un nouveau soutien pour le roi Mohamed VI après le Rwanda, la Tanzanie, favorable à une réintégration du Maroc. Nous irons au Burundi, où 10 organisations de la société civile ont été radiées ou suspendues. Tout sur les sports avec Cheikh Tidiane Diagne. Mais ce sera aux alentours de 12h20. Oui. Cheikh, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. Pour les titres, oui. Justement, nous allons parler de la prochaine rencontre des Lions du Sénégal contre l'Afrique du Sud. Cela se prépare. l'UCC publie d'ailleurs la liste des jeux retenus pour cette rencontre après-demain. Quelques petits changements seraient attendus dans cette liste tout de même. Il faudrait se méfier de l'équipe des Bafana Bafana. L'illustration à travers les Mamelodi Sandoz qui ont fini de remporter la Ligue des Champions le week-end dernier. Union sportive des Parcelles Assainies, club de football, veut rejoindre le plus tôt possible la Ligue 2. L'année dernière, USPA a raté de peu plus sur la montée et les autorités sont en train de s'activer dans la localité pour permettre d'atteindre cet objectif. Et puis nous allons parler des navettans Antoine avec la zone 2 de l'EDCAF de Guédiawaye. Au programme cet après-midi, les demi-finales, plutôt les quarts de finale. Inauguration de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia. C'était hier. La cherté des tarifs. Faut-il renégocier le contrat avec Eiffage? Point de vue vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames et messieurs, bonjour. Autoroute Diamniadio-Sindia. L'économiste El Hadj Mounirou Ndiaye jette un regard critique sur ce partenariat public-privé. L'enseignant-chercheur à l'université de Thiès souligne que dans cette affaire, l'État du Sénégal n'a pas défendu ses intérêts. Bien au contraire, il a été berné par Eiffage. Il s'interroge par ailleurs sur des possibilités dessous de table dans ce contrat signé par le régime sortant. Écoutons El Hadj Mounirou Ndiaye au téléphone de Mohamed Ali Mouba. Dans le cas de l'autoroute au Sénégal, la formule qui a été avancée, c'est le BOT. Build, Operate, and Transfer. Mais généralement, dans les formules BOT, c'est l'État, c'est l'opérateur privé qui fournit les capitaux, qui construit, qui l'exploite pendant une durée suffisante lui permettant de rentrer dans ses fonds et qui transfère la propriété à l'État. Mais quand l'État intervient dans le financement, la formule change. C'est pourquoi moi j'ai été inquiété de voir qu'au Sénégal on parle de BOT au niveau de l'autoroute alors que l'État a fourni 84% des financements au niveau de cette autoroute-là. On aurait dû parler de DBO, c'est-à-dire Build, Design, Build and Operate. Mais dans ce cas-là, la tarification aurait été moindre et la durée de la concession aurait été quand même moindre aussi. Ce qui permettra donc de tout simplement équilibrer un peu. Sinon, l'opérateur privé va faire une grasse affaire, va faire une très bonne affaire comme ce qui se passe actuellement au Sénégal et c'est les populations qui en perdent. Nous ne prenons jamais les leçons du passé. Le Sénégal a déjà conclu un partenariat qui a échoué avec Elio Hydro-Québec dans le cadre de l'électricité en 1998, un contrat d'une durée de 25 ans qui a capoté au bout de 18 mois. Rappelez-vous, en 2000, quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. C'est des négociations très poussées et très techniques. Parce que l'État du Sénégal, quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de connaisseurs. Macky Sall est entouré de connaisseurs, certainement. Il est entouré, mais il y a des réalités de la politique. Il y a également les lobbies. Il y a tout ça qui joue. Je ne peux pas accuser les gens de pauvreté, mais je sais qu'il y a des échanges de faveurs qui généralement aboutit à ce type de situation-là. Il est 12h05, vous suivez le Grand Journal. Le Grand Journal, l'actualité au grand complet.
Un hôpital sans eau, c'est ce qui est arrivé à Fann et les accompagnants des malades sont obligés d'acheter des bouteilles d'eau minérale ou bien d'aller voir à côté où se déroulent des chantiers. Le service communication de l'hôpital ne souhaite pas s'épancher sur la question. Reportage à l'hôpital Fann, Sornana Tambayi. Dans un service dont nous avons choisi de taire le nom, des femmes d'âge mûr et un jeune homme prennent leur petit déjeuner sous un arbre. Ils accompagnent tous un malade. En dehors de la souffrance de ces malades, l'eau manque. Nous sommes là depuis 6 jours et il n'y a pas d'eau. Nous sommes à l'étage et c'est difficile. Il y a des chantiers juste derrière et on est obligé d'aller là-bas pour s'approvisionner. C'est très compliqué. Hier, on nous a amené une eau souillée. À quelques mètres, cet homme se précipite pour rejoindre sa mère. Ils sont ici depuis vendredi. Parfois, il y a des problèmes, mais d'après les bouger. 30 jours que sa mère est internée, 30 jours qu'il subisse ce dysfonctionnement. Comme tous les autres, Monsieur Diop doit se débrouiller. Depuis un mois, les médecins viennent à l'heure, les infirmiers sont là à l'heure, mais souvent il y a un problème d'eau et ils ne prennent pas ce risque-là. On est obligé d'aller acheter des bouteilles de 10 litres. Et au niveau de l'autre côté, c'est Eiffage en tant que société parfois qui vient nous offrir de l'eau. La vieillesse des installations serait à l'origine, ajoute-t-il. D'ailleurs, des travaux de réparation sont visibles un peu partout. On a dit que c'est Vitus. Ils sont en train d'installer le réseau. Et la question de savoir s'il compte évacuer sa mère vers une autre structure. C'est le même programme. Vous arrivez en principal, on vous dit que c'est plein. Vous arrivez à CTO, on vous dit c'est plein. Tu es obligé de rester ici et d'attendre Dieu. Maintenant, ce qui va se passer, ce qu'on ne souhaite pas, qui va prendre la responsabilité. Pourtant, les plaignants ont la possibilité de saisir le service des réclamations. Celui-ci déclare n'avoir pas reçu de complainte dans ce sens. Le service de communication, lui, préfère ne rien dire. Allons maintenant à Efok dans la commune de Santhiaba-Manjak. Ici, le conflit casamancé a beaucoup paralysé les activités agricoles des habitants de ce village. C'est parce que leurs terres et leurs rizières ne sont pas loin des positions rebelles. Les populations d'Efok appellent de tous leurs vœux une entente définitive entre l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance pour que leurs activités puissent reprendre correctement. Le reportage de notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Rien qu'à prononcer le nom de cette localité, les esprits sont replongés dans les atrocités commises dans le cadre du conflit casamancé, surtout dans la décennie 1990-2000. Efok, situé à moins de 5 km de la frontière avec la Guinée-Bissau, précisément dans la commune de Santhiaba-Manjak, enregistre depuis quelques années un retour massif de déplacés qui avaient abandonné le village sous l'effet du conflit. Mais le plus grand problème de ces villages du Kassa est que les populations peinent à s'activer dans l'agriculture du fait de la proximité de leurs terres avec des positions rebelles. Je m'appelle Athanasiata. Moi, je suis en activité ici. Le village a une frontière commune avec la Guinée. Il y a des villages à côté comme Kassolol, Diaten et Boudjing. Alors, nous sommes frontaliers avec ces villages-là. Maintenant, les communautés ont l'habitude d'exploiter la brousse. Il y a les règlements de montagne qui se font régulièrement dans le village. Il y a également des fruits qui sont exploités par les communautés dans la brousse. Maintenant, à un moment donné, par exemple l'année passée, à un moment donné, les gens ont interdit. Il y a des éléments qui sont sortis de MFDC pour leur demander d'arrêter ces activités-là pour les plateaux. Les habitants ne pouvant exercer des activités agricoles en ressentent directement les conséquences. Donc évidemment, il y a des répercussions sur le champ immédiat. Ça se fait ressentir dans l'assiette de la famille. Aujourd'hui, le plaidoyer des populations d'Efok va dans le sens de l'orientation des négociations entre État et MFDC pour un compromis afin de leur permettre d'exploiter des terres et d'assurer leur survie. Je m'appelle Auguste Kampassagna, le chef du village d'Efok. C'est là-bas nous travaillons pour voir de quoi en manger, pour voir de quoi nourrir nos enfants. Nous voulons aller négocier avec les mêmes décès, comme ça nous libérons, aller travailler comme d'habitude. Les habitants de Efok veulent aujourd'hui reprendre les activités économiques à la faveur de l'accalmie notée dans le conflit casamancé. Mais la plupart d'entre eux que nous avons interpellés estiment que leur survie dépend impérativement de l'agriculture et que les pouvoirs publics doivent travailler dans ce sens avec le MFDC pour améliorer leur existence. Lamine Ba, Efok, Radio Futur Média. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. 12h10 à Noto Dioba, c'est dans le département de Thiès. Dans cette localité, les cours ne sont toujours pas effectifs. 20 jours après la rentrée des classes, bon nombre d'élèves ne sont pas inscrits parce qu'ils sont de familles démunies.
Leurs parents n'ont pas d'argent et dépendent des récoltes. Une situation racontée par notre correspondant à Thiès, Cheikh Anta Diop. À Notto Diobass, les cours ne sont toujours pas effectifs. Dans cette localité, les élèves se font encore désirer et sur le millier d'écoliers qui composent l'effectif, moins de 200 se sont inscrits. Selon le proviseur, le Oubitei Diangte est confronté aux dures réalités du monde rural et jusqu'à présent, certaines filles sont encore des domestiques à Thiès et même à Dakar. Mortar Fall, le proviseur du lycée de Notto Diobass. Il y a même certaines qui sont à Dakar, qui sont en train de travailler et qui attendent parfois la fin du mois d'octobre pour venir s'inscrire. Il y a une fierté dans le Diobass qui fait que l'élève qui n'est pas inscrit ne peut pas venir à l'école. Les travaux champêtres, d'autres sont ailleurs en train de travailler pour pouvoir s'inscrire. Donc ça, c'est également un problème dans cette zone. Et ça impacte négativement sur le travail parce que les enseignements ont démarré en terminale S, mais si les autres classes vont démarrer, quand vous avez un retard d'1 mois, je crois que vous ne pouvez pas faire le quantum horaire. Le proviseur du lycée de Diobass a aussi déploré le manque d'infrastructures scolaires, pas assez de salles de classe. Ça, c'est une difficulté, surtout le problème de salles de classe. Nous avons des effectifs pléthoriques. C'est le conseil départemental qui est un de nos partenaires, nous a offert ces 2 salles. Mais il nous reste également des salles à construire. En 2016, ici, au lycée de Notto Diobass, il n'y a pas de salle informatique. En tournée dans cette zone, le vice-président du conseil départemental de Thiès, Yankoba Diatara, annonce qu'il a enclenché le processus de construction de salles de classe au lycée de Notto Diobass. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Santé, la maladie appelée bec de lièvre est désormais prise en charge à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. La structure sanitaire a reçu un appui financier de la Fondation Sonatel et 30 patients vont déjà bénéficier de soins gratuits. Touba Mbaké, Papa Balagay. Plus connue sous l'appellation bec de lièvre, la fente labiale et palatine est désormais prise en charge à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Une occasion de permettre aux patients de retrouver le sourire, explique Mam Koumbassar, médecin ORL à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Déjà les ouvertures labiales ou bien les ouvertures au niveau endopical et qui créent un gros handicap social pour l'insertion. Donc l'objectif de cette mission-là, c'est vraiment de les aider à retrouver le sourire et à s'intégrer dans la société comme tous autres individus. Intervention rendue possible grâce à un partenariat privé. La Fondation Sonatel avec à la clé 5 millions de francs CFA pour une trentaine de patients. Dr Rudolf Diop, chef de la mission. Nous avons des partenaires, nous avons un partenaire international, c'est Smile Train. À ce titre-là, la Fondation Sonatel finance pour l'année 2016-2017, doit financer normalement 3 missions chirurgicales qui prendront en charge chacune 30 patients. La gratuité des soins, une aubaine pour les patients face à la cherté de la prise en charge en temps normal, estime Dr Anna Diop, chef de service anesthésie. C'est cher puisqu'on voit même des adultes qui auraient pu être opérés déjà lorsqu'ils étaient enfants, qui n'ont pas eu les moyens de se faire opérer et qui ont pu bénéficier durant la mission de ce type d'intervention. On a une dame de 30 ans, des enfants de 5 à 6 ans qui auraient pu être opérés déjà. Pour une mission de 5 jours, l'association Djoko Cleft entend pérenniser la mission, une manière de soulager les populations diminuées, affectées par la malformation. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. Le journal. L'actualité politique. Levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz, on vient de l'apprendre. C'est demain que l'Assemblée nationale va statuer sur la question. Annonce du président de l'institution parlementaire Moustapha Niasse que vous entendrez lors de nos prochaines éditions. Bamba Fall à la division des investigations criminelles. Le maire de la Médina, proche de Khalifa Sall, est convoqué demain donc par les enquêteurs de la DIC. Tout serait lié aux événements du 5 mars dernier à la maison du Parti socialiste. Rappelons que des jeunes socialistes de la Médina ont eu à être entendus par la division des investigations sur cette affaire. À Ourossogui, les jeunes de l'APR en veulent au président Macky Sall. Ils se disent marginalisés dans les différents projets du gouvernement. Ces jeunes apéristes sont d'autant plus mécontents que Ourossogui a été oublié par le chef de l'État qui vient de nommer 70 hauts conseillers. Retrouvons à Matam Ali Banelnia.
Les manifestations de colère et de frustration continuent de secouer l'APR dans le département de Matam. Si des responsables de la première heure du parti présidentiel claquent la porte pour rejoindre les différents partis de l'opposition, à Ourossogui, ce sont les jeunes apéristes qui montent au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Daïrou Ndiaye, responsable des jeunes républicains. Nous le constatons avec regret et nous le dénonçons avec force. Ourossogui a toujours été fidèle au président Macky Sall. Mais le constat est que nous restons les grands oubliés du régime du président Macky Sall. Ourossogui qui se trouve être la plus grande localité du Fouta, notre mécontentement est plus aigu lorsque nous constatons que dans les 70 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, n'y figure aucun Sogien. Notre mécontentement envers le président est encore plus amer, car en vérité, loin des considérations politiciennes soutenues par les leaders locaux, il n'y a aucun projet du gouvernement réalisé dans notre localité. Nous nous démarquons totalement des discours politiciens qui soutiennent que Ourossogui continue d'être acquis à la cause de l'APR. La réalité est que Ourossogui est frustré. Ourossogui n'est pas content de Macky Sall. Ceci est une alerte. Nous invitons le président de la République à corriger cette injustice dont Ourossogui est en train de subir depuis 2012 avant que cela ne soit trop tard. Tous les partis du Sénégal, même ceux qui n'ont pas encore fêté leur premier anniversaire, sont ici à Ourossogui. Pourtant, au lendemain de la défaite aux élections locales de 2014, remportées par le Parti socialiste, l'ensemble des animateurs des différentes tendances de l'APR avaient scellé l'unité et les retrouvailles. Mais visiblement, entre le sommet et la base, il y a bien un fossé. Matam, Ali Bandelian, RFM. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec Georges Déthié-Diop. Rebonjour Georges. Rebonjour Antoine. En Centrafrique, la MINUSCA réagit au lendemain de la journée ville morte contre l'ONU. La ville a repris ses activités selon le porte-parole de la MINUSCA que nous avons joint il y a un instant. Selon Vladimir Montero qui rejette plutôt les accusations portées contre la MINUSCA par un collectif de la société civile. Hier, il y a eu 4 morts et 14 blessés lors d'incidents. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Attention, la liaison téléphonique n'est pas des meilleures. Nos forces continuent leur patrouille, mais on est parvenu à enlever toutes les barricades, à travailler avec les forces de sécurité intérieures centrafricaines et les gens ont retrouvé leurs activités habituelles en capitale. Donc après les événements malheureux d'hier, regrettables, d'autant plus qu'il y a eu des pertes en vie humaine, la MINUSCA va travailler avec les autorités pour que des enquêtes soient menées, qu'on fasse la lumière sur les circonstances des incidents. Et la MINUSCA continuera son travail, continuera à mettre en œuvre son mandat. Comment la MINUSCA apprécie les accusations d'un collectif de la société civile à son encontre? D'abord, il y a depuis quelques semaines une campagne de dénigrement contre la MINUSCA, contre les casques bleus, des gens qui doutent de la capacité de la force à aider le pays à retrouver la sécurité, notamment face aux groupes armés. Ceci n'est pas vrai. Nous l'avons montré récemment au kilomètre 5 en évitant une escalade de violence à Bangui. Nous l'avons montré à Kagabambere. Notre intervention a pu mettre en échec des groupes armés. Donc, nous continuerons à travailler en augmentant notamment nos ressources pour que nous puissions relever ces défis sécuritaires. Donc, ces accusations sont fausses, mais surtout ce sont des actions qui ne visent pas que la MINUSCA, elles visent la stabilité de la Centrafrique. Hier, Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, joint à Bangui au Cameroun. Un hommage a été rendu hier aux victimes du déraillement du train Yaoundé-Douala, journée nationale de deuil. Hier, lundi, le drame d'SK, c'est 79 morts et 551 blessés. Au Cameroun, toujours, 2 kamikazes se sont fait exploser dans les localités de Sandawadjiri et Ouaramine. L'attaque a fait 3 morts, dont 2 terroristes, toutes des filles et membres présumés de la secte Boko Haram.
Au Burundi, des organisations de la société civile victimes de mesures coercitives. 5 organisations de la société civile ont été radiées, 5 autres suspendues. Une décision du ministère de l'Intérieur, cela au moment où le Conseil national de la communication a mis en garde une radio et suspendu une émission pour une chanson inappropriée. Les organisations visées sont réputées pour leur combat farouche contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le ministère de l'Intérieur soutient qu'elles se sont écartées de leur objectif consigné dans leur statut et s'activent à ternir l'image du pays. En Côte d'Ivoire, les avocats de Simone Gbagbo ont suspendu hier leur participation au procès de l'ex-première dame. En cause, la Cour a refusé de faire témoigner des personnalités ivoiriennes qu'il voulait faire entendre. Simone Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité. C'est hier lundi donc que devrait commencer la première audience consacrée aux témoins de la défense. Le roi du Maroc à Dar es Salaam, après le Burundi, Mohamed VI a obtenu le soutien de la Tanzanie. Oui, et c'est à propos de l'Union africaine, la Tanzanie, d'accord pour que le royaume chérifien réintègre l'organisation panafricaine. Mantouré. Et un autre soutien pour le Maroc, c'est la Tanzanie. Et en tant que pays membre de l'Union africaine, elle accueille favorablement le retour du royaume chérifien. Ce soutien de taille a fait remarquer que son pays, au même titre que plusieurs autres pays africains, coopère déjà conjointement avec le Maroc au sein de nombreux forums internationaux aux Nations Unies et dans le cadre du groupe des 77. Et donc, le retour du Maroc à l'Union africaine ne sera pas uniquement significatif sur le plan politique, mais permettra aussi de renforcer davantage les partenariats existants au sein des différentes instances internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce et les autres institutions similaires. Le ministre tanzanien a ainsi exprimé le désir de son pays de bénéficier de l'expertise du Maroc dans le domaine de la finance internationale, du commerce et de l'investissement, soulignant qu'il s'agit là de questions importantes non seulement pour la Tanzanie, mais pour l'Afrique entière dans le contexte de la réalisation des objectifs de développement du millénaire et de l'agenda Afrique 2063, où la contribution et l'expérience du Maroc seront vitales. C'était Mantouré. C'est fini, Georges Detchedjo, pour la page internationale et merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Inauguration de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia hier. La cherté des tarifs évoqués. Faut-il renégocier le contrat avec FH? C'est le sujet de point de vue. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Anthony. En ouverture de cette page des sports, le football, l'Afrique du Sud, le prochain adversaire des Lions du Sénégal. Aliou Cissé publie sa liste demain. Non, demain. Après-demain, plutôt. Après-demain, j'ai dit. Oui, c'est bien cela, oui. Voilà, donc quelques petits changements, Antoine, peut être attendu, pense le rédacteur en chef du quotidien Stade, Ibermeng, qui pense que la victoire des Mamelodi Sundowns en Ligue des Champions le week-end dernier est aussi révélateur de la qualité du football sud-africain. Il avertit, nous l'écoutons. Aliou Cissé a déjà son ossature. Bon, il y a quelques joueurs qui sont revenus à la compétition. Je pense à Chermbeng, je pense à Henri Cévé, donc qui a marqué même lors de la dernière journée du championnat France avec Saint-Etienne. Je crois que c'est deux joueurs qui étaient dans le groupe d'Aliou Cissé depuis quelque temps et qui peuvent revenir. Mais hormis ceux-là, je pense qu'il n'y aura pas de grands changements. Hubert, le week-end dernier, le football sud-africain s'est illustré avec les Mamelodi Sundowns qui ont fini de remporter la Ligue des Champions. Ne pensez-vous pas que cela peut constituer un stimulant pour les Bafana Bafana? C'est peut-être, bon, disons, pas un avertissement, mais ça donne un peu un aperçu de ce qu'on aura, ce que sera l'opposition le 12 novembre prochain en Afrique du Sud. Je crois que vous l'avez dit, l'Afrique du Sud, c'est une équipe mixte avec des étrangers, donc des expatriés et des joueurs locaux. Et les Mamelodi Sundowns, d'ailleurs, ils ont invité le coach, le sélectionneur national à effectuer le déplacement avec l'équipe pour le match retour. L'équipe sud-africaine a joué en Égypte, donc ça signifie que quelque part, donc cette volonté d'associer le sélectionneur national donne un aperçu de l'opposition qu'on aura.
Aliou Cissé qui va bien donc rendre publique sa liste jeudi prochain et disons qu'une commission mixte s'était déjà rendue en Afrique du Sud pour baliser le terrain à l'équipe nationale du Sénégal qui, je le rappelle, va croiser son homologue de l'Afrique du Sud le 12 prochain. Ce sera à Polokwane, une ville assez loin de la capitale, nous dit-on. Voilà. L'Union sportive des Parcelles Assainies, un club avec beaucoup d'ambition. Ah oui, et ils veulent, ou alors elle veut, cette équipe donc, l'Union sportive des Parcelles Assainies, veut rejoindre le plus tôt possible la Ligue 2. L'année dernière, USPA a raté de peu la montée. Elle se donne les moyens pour atteindre cet objectif. Selon le maire des Parcelles Assainies, Moussassi, c'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de subventions aux associations sportives de sa commune. Il est interrogé par Salif Sow. Nous sommes déjà dans la préparation hivernale. L'équipe entre demain dans cette phase de 15 jours pour des dépenses qui avoisinent 2,5 millions. Et nous sommes toujours très ambitieux. Comme nous l'avons dit, sur 3 ans, nous devons atteindre l'objectif, c'est d'aller en Ligue 2. Donc l'année dernière, on est 5e. Cette année, on est 3e. Nous pensons qu'en 2017, Inch'Allah, nous atteindrons l'objectif. Maintenant, quel que soit Alpha, nous ne sommes pas pressés. Nous prendrons le temps qu'il faut pour bâtir une grande équipe multidisciplinaire, une équipe à l'image des Parcelles Assainies, de sa diversité, de son enthousiasme, de sa vie homogène, pour quand même jouer les premiers rôles dans tous les sports. Donc c'est pour ça que nous donnons confiance à nos techniciens et que nous pensons que les résultats suivront, Inch'Allah. Nawetan pour finir. Et nous parlons de la zone de l'ODCAV de Guédiawaye au programme des quarts de finale ce mardi 25 octobre à 15h. Sanchibi contre Diakhaï. Juste après à 17h, Yakar va croiser Renaissance de Daronahim. Et je vais m'en arrêter là. D'abord, Antoine, pour vous faire une révélation, vous savez c'est qui le président de Renaissance de Daronahim? Du tout. C'est Salif Sow. Salif Sow, notre correspondant à Guédiawaye. Voilà, c'est bien cela. Et puis, toutes ces rencontres sont prévues au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Et on est de tout cœur avec Salif Sow, avec son équipe Renaissance de Daronahim. Très bien. Merci, cher Tidiane, pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, signée Papa Sambakan. Je devrais commencer cette chronique, comme celle de la semaine dernière, en rappelant que notre pays marche, qu'il marche droit parfois, et bien sur ses talons, mais que trop souvent, il marche sur la tête assurément. Me lançant ainsi, à peu de mots près, c'était pour souligner un paradoxe et en appeler au nécessaire respect des règles qui encadrent notre désir, que dis-je, notre obligation de vivre ensemble. Je ne voudrais pas y revenir. La semaine dernière, quand l'Association des femmes médecins du Sénégal avait proposé la légalisation de l'avortement en cas de viol ou d'inceste, je me suis dit, voici un pas en avant de ce qu'on peut apprécier parce que typique de ces moments où le pays marche bien assis, si j'ose dire, sur ses talons. C'est ainsi que je m'étais représenté l'initiative courageuse de ces femmes. Alors déjà, j'avais voulu traiter de ce sujet pour ma chronique suivante, le 18 octobre dernier, avant que la marche du vendredi 14 ne dégénère et qu'il fût devenu urgent de tirer de l'incident les premières leçons. D'autant plus que l'occasion d'y revenir, me suis-je dit alors, ne manquerait pas. Elle se présenta plus vite que je ne le croyais, mais pas sous la forme que j'espérais. Dès le lendemain, mercredi 19, la une du Populaire fut consacrée aux réactions violentes de l'ONG Jamra et d'un certain imam Massamba Sall à la généreuse proposition de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Les contenteurs de l'initiative ont le droit de ne pas être d'accord avec quoi que ce soit. Mais la violence de leurs propos, les indexations vexantes envers les femmes médecins, qualifiées de minorité qui veut imposer son point de vue, m'ont paru excessives et inconvenantes. Ces femmes ont vocation à sauver des vies, veiller à les rendre qualitativement belles, agréables et les plus longues possibles. Elles ne peuvent être regardées comme une minorité, mais comme des spécialistes. Chiffres effrayants à l'appui, avec des réserves toutes professionnelles et une grande pudeur sur les traumatismes et drames vécus par les jeunes femmes, jeunes filles et fillettes victimes de viols et d'abus incestueux suivis de grossesse, elles attiraient notre attention. En définitive, elles ont fait leur devoir en nous invitant à réfléchir sur la problématique suivante. Voulons-nous légiférer sur un moyen juridique de soustraire ces victimes d'abus sexuels du risque supplémentaire de devenir des criminels infanticides, de finir leur vie déjà gâchée par un violeur dans une prison et de basculer dans la folie? Ou préférerions-nous ce statu quo qui les voit, suite à une grossesse monstrueuse, contraintes d'accoucher dans un état de fragilité extrême pour étrangler avant de le jeter dans une fosse septique un innocent enfant? À cette problématique simple,
Les contenteurs de l'initiative ont opposé une rhétorique enflammée en guise d'argumentation. En voici un échantillonnage. 1. Légaliser l'avortement, c'est une porte ouverte au vagabondage sexuel. 2. S'il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'avortement. À ces deux affirmations péremptoires, dont la première gagne à être démontrée et la seconde complètement fausse, on peut opposer ceci qui est très simple. Les grossesses issues du vagabondage sexuel, comme ils disent, comme celles résultant de relations adultérines, ne sont pas incluses dans la proposition de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Ce que ces spécialistes veulent, c'est que les avortements pour cause de grossesse relevant de viol ou d'inceste, inclus dans les 51 500 cas d'IVG relevés au Sénégal chaque année, soient pour des raisons humanitaires, médicalement et juridiquement protégés. Que personne ne meure plus en tentant d'avorter avec une aiguille de tricotage dans un bâtiment en construction. Enfin, qu'on n'étrangle plus de nouveau-nés avant, dans un sac en plastique, de le jeter dans une benne à ordures. Parce que presque chaque fois qu'une telle grossesse arrive à terme, un être innocent est tué, à peine sa première bouffée d'air avalée, sa mère devenant une criminelle et sûrement une diminuée mentale. Et qu'est-ce qu'on oppose à ces femmes médecins qui souhaitent qu'on légifère? C'est-à-dire qu'on discute, on les engage dans un combat, entre guillemets, rien que ça donc, déloyal en plus, parce qu'on va faire une tournée chez les chefs religieux pour les accuser de favoriser le vagabondage sexuel. Je comprends bien qu'elle se soit terrée depuis. Ce que je comprends moins, c'est le silence complice, sinon couard, de toutes ces organisations et associations, ces partis politiques prétendument avant-gardistes, ces intellectuels engagés qui mêlent leur voix à tout, ces dakarologues en sénégalogie, chers à Silla Mounial et Tonton Ada, qui se terrent alors que l'on lapide des femmes qui n'ont eu de tort que vouloir faire un pas de géant à notre pays. C'est là que ce pays marche sur la tête, quand son avant-garde oublie qu'elle s'est autoproclamée avant-garde. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, Mohamed Dionne, le Premier ministre, hôte des parlementaires jeudi prochain. Affaire Petrotim, campagne agricole, respect des libertés, exonération fiscale, les enjeux du grand oral soulignent en une enquête. Sur toutes ces questions, Dionne est attendu avec des réponses et autant dire avec le journal que ce ne sera pas une partie de golf pour le Premier ministre et son équipe, car ce face-à-face intervient dans un contexte politique tendu dont le point de crispation est le débat sur les contrats pétroliers et gaziers signés entre l'État du Sénégal et Petrotim Limited. Nul doute, rapporte la Tribune, que le feu du pétrole sera attisé par l'opposition au sein de laquelle des députés comme Mamadou Lamine Diallo vont saisir l'occasion pour relancer leurs questions. L'opposition affûte donc ses armes. En attendant le jour J, Maître Djibril War de la majorité présidentielle fait un tir de barrage, une idée peut-être de ce que sera la bataille opposition-pouvoir. Les Sénégalais pèsent-ils dans le populaire ne sauraient être des pétrolivores, encore moins des gazivores. Décidément, avec War, il faudra compter avec les néologismes dès qu'il y a montée d'adrénaline. Cette même montée d'adrénaline, nous la retrouvons chez des membres de la majorité présidentielle, des franges frustrés de n'avoir pas eu leur part du Haut Conseil des collectivités territoriales. Réputés, frustrés, ces républicains constatent le populaire rue dans les bracards. Les leaders de la coalition, les républicains Domé Réumi, qui sont réunis hier, voient en Benno Bokk Yakaar une vaste escroquerie politique. C'est frustré de s'interroger sur la gestion vertueuse du chef de l'État. Malheureusement, assure-t-il, le chemin pour y parvenir est encore loin. Pour saler pour de bon la soupe, il menace de faire une liste parallèle aux législatives prochaines. De l'autre côté de Thiès, souligne le journal LAS, les nouvelles ne sont guère meilleures. Le chargé de communication de la paire gèle ses activités politiques pour les mêmes raisons à le ACCT quand tu nous tiens. Nous reparlons de l'inauguration de l'autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia. Le président Salieti a lu, il est revenu l'honneur de couper le ruban symbolique du péage dont le président nous dit qu'il est un jalon de notre marche résolu vers le Sénégal émergent. Photo tout en couleur de Macky Sall aux côtés de Gérard Sena coupant le fameux tissu aux illustrations du soleil à apprécier. Le confrère ne dit pas autre chose. Il souligne qu'hier, des foules immenses sont venues fêter avec le chef de l'État la réception de l'autoroute à péage qui ouvre une nouvelle page de la politique infrastructurelle. Le passage obligé pour l'essor socio-économique du Sénégal. Le président Sall assure dans le soleil qu'en 2019, les réseaux routiers et autoroutiers comptera 221 km
km. Du journal Le Quotidien, Macky veut rouler à 221 km. Dans Le Témoin, le président Sall bombe le torse. En 4 ans, affirme-t-il, j'ai fait plus que mes prédécesseurs en 52 ans. Que dire des tarifs appliqués sur le tronçon Diamniadio-Sindia? Le journal souligne que Macky a réussi à désavouer Sénac. Les coulisses des négociations Macky-Gérald Sénac dans Enquête. Le journal souligne que le président ne s'est pas laissé faire. Il a poussé Sénac à faire baisser les tarifs de 800 francs, passant de 2400 à 1600 francs. Le harcèlement fiscal, comme à l'État du Sénégal, estorque des milliards aux entreprises. Dossier de Walfadjri sur la question ce matin. Le journal souligne que l'État envoie des inspecteurs en disant qu'il faut atteindre tel ou tel autre objectif. Selon le confrère, cette situation a fini de rebuter les entreprises. La rébellion au Parti socialiste, les risques d'une dissidence aux prochaines législatives. Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Dias vont-ils faire liste commune ou vont-ils accepter de se ranger? En tout cas, les textes du Parti socialiste sont clairs. Les dissidences ne sont pas acceptées. Ils risquent de finir comme Mamadou Diop, Djibo Leyti Ka, Souti Touré, tous poussés à la sortie, relève encore le journal L'Observateur. Lecture de l'analyste politique Yorodia dans ce même journal. Ce qui se passe, dit-il, au Parti socialiste est normal, mais le respect des décisions de la majorité s'impose. Crise au Parti socialiste, les leçons à tirer pour toute la classe politique. Il serait important de repenser les coalitions. Cette relève réunie, elles sont nécessaires pour gagner des élections dans un contexte d'émiettement du système partisan, mais elles se révèlent très graves pour le fonctionnement interne des partis. Et puis Nafingom Keïta bloqué à l'aéroport Léopold Sédar Senghor il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Libération explique. Elle n'avait pas un ordre de mission dûment signé par le vérificateur général François Collin. Elle a néanmoins pu voyager 5 jours après avoir présenté le document exigé. Mais entre-temps, Nafingom Keïta a eu le temps de péter les plombs devant les gendarmes. Bonne lecture à tous. RFM, la météo. Alors, comme promis, vous n'aurez pas, malheureusement, point de vue, quelques difficultés avec les différentes lignes téléphoniques. Toutes nos excuses, peut-être d'ici 13h, tout va entrer dans l'ordre. Oui, on signale que tout est revenu dans l'ordre. Oui, on peut aller, donc Vincent Mamadou Diop, point de vue, c'est sur l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia, la cherté des tarifs évoqués. Faut-il renégocier le contrat avec Eiffage? Nous avons en ligne le directeur technique de l'APIX, Abdoulaye Thiam. Bonjour, M. Thiam. Bonjour, M. Diouf. Alors, on parle beaucoup de la cherté des tarifs, on parle du contrat État du Sénégal, Eiffage. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que les choses soient revues dans l'intérêt strict du Sénégal? Oui, M. Diouf, à travers effectivement cet entretien, je vous remercie d'abord. Merci. Et vous avez en tout cas les salutations de toute la direction générale. Que nous saluons au passage. Oui. Au passage, je salue donc les directeurs de RFM, très bien, de TFM et de tout le monde. Voilà. Donc, comme vous le savez, le thème que vous évoquez, effectivement, nous avons un contrat de partenariat privé. Et ça fait partie des financements innovants. Parce que comme vous le savez, pendant plus de 50 ans, l'État du Sénégal, comme d'ailleurs du reste plusieurs États de l'Afrique subsaharienne, avait l'habitude de procéder à des contrats classiques. Oui. Qui dit contrat classique, dit que la sélection de l'entreprise se fait sur la base d'un appel d'offres international ou national. C'est selon. Alors maintenant, par rapport à ce cas de fait, effectivement, si vous sélectionnez l'entreprise au bout de 2 ans après la restitution définitive des travaux, l'entreprise se barre et laisse maintenant les bobos à l'État qui doit s'occuper de tout ce qui est entretien. Oui. Avec le système qu'on a opté, tel que le partenariat public-privé, on a la possibilité de pouvoir en tout cas avoir un partenaire qui est là pendant un certain nombre d'années, pendant une durée de 30 ans, pour assurer l'entretien de cette infrastructure. Donc, en termes de gains, c'est ça que l'État gagne. Oui. Et vous voyez donc que ce contrat de partenariat public-privé a été fait suivant, effectivement, un cahier bien rempli, parce que nous avions en fait sélectionné cette entreprise sur la base d'un processus où au début on avait une 12aine d'entreprises. Et au finish, c'est une entreprise qui a été, un groupe qui a été choisi, c'est le groupe Eiffage. Oui. On nous a fait une proposition parmi tant d'autres.
Oui. Et ce groupe a été sélectionné suivant effectivement des références de base. Oui. Y compris maintenant les prix des péages. Les prix des péages un peu élevés comparés aux autres pays. Vous en avez parlé hier d'ailleurs sur cette antenne. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Oui, le contrat, ce n'est pas un beauty parce que l'entreprise n'a pas mis l'essentiel de l'argent. Des spécialistes de la question disent, dans ce cas, c'est le Sénégal qui perd, plus ou moins. Vous êtes d'accord? Non, je ne saurais être d'accord sur ça, parce que, comme vous le savez, le Sénégal ne peut pas perdre dans cette affaire, pour la bonne et simple raison que le Sénégal gagne une infrastructure qui est en tout cas une infrastructure de qualité dans la durée, inscrite dans la durée. Pour la bonne et simple raison que cette infrastructure ne fera l'objet d'aucun entretien de la part de l'État. S'il y a entretien, c'est le concessionnaire qui est chargé d'assurer cet entretien. Et cet entretien peut passer de l'entretien, en tout cas courant, périodique, et jusqu'à l'entretien lourd, si ça le demande. Parce que nous avons un contrat de performance avec le concessionnaire, Sénac, qui devra mettre cette infrastructure à niveau pendant ces 30 ans d'exploitation. Donc l'État du Sénégal, dans tous les cas, en sort gagnant. Très bien. Vous gardez la ligne à Abdoulaye Thiam. Nous allons vous retrouver dans quelques instants. Le temps d'interroger Aliou Sawaré. Bonjour. Aliou Sawaré, donc, que nous allons peut-être retrouver dans quelques instants. On termine avec vous, donc. Parlant des tarifs, est-ce qu'au bout de quelques petits mois, on peut penser à la révision encore de ce tarif, quand même jugé cher pour le commande des Sénégalais, le gourgourlou, comme on dirait? Oui, en fait, vous savez, un contrat, il est fait suivant, en fait, des articles. On peut toujours revenir sur un contrat, surtout que c'est un contrat qui demande une durée assez longue, 30 ans, c'est pas 2 jours. Alors, on peut toujours revenir sur un contrat. Mais ça demande certaines conditions. Et je pense que l'État gagnerait effectivement à conserver ce partenariat pour en tout cas, le bénéfice du Sénégal. Parce que, en fait, rompre ce contrat, pour moi, ce serait synonyme de perdre encore de l'argent. Parce que vous savez, en fait, on peut revenir sur cette base, même l'entrepreneur, en tout cas le concessionnaire peut en demander la résiliation. L'État peut en demander aussi la résiliation, mais ça vient avec certains inconvénients. Sincèrement, vous pensez que les tarifs sont à la portée de tous? Voilà, bon, en fait, je ne dis pas que les tarifs pourraient être à la portée de tous, mais c'est un contrat. Comme vous le savez, je l'ai expliqué tantôt. Alors, ça vient avec un package. Mais dans ce package, il y avait ces prix qui étaient effectivement bien déterminés par rapport à une année donnée. Parce que si vous voyez bien dans le contrat de concession, sur le contrat complémentaire entre Diamniadio et Aéroport Blaise Diagne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'était un contrat qui a été lié depuis le 19 février 2014. Et il a fait l'objet de date effective de mise d'entrée en vigueur le 1er avril 2014. Il est valable pour 26 ans, parce qu'on s'est dit que par rapport au contrat précédent, c'est-à-dire le tronçon Dakar-Diamniadio, qui était inscrit sur une durée de 30 ans, il fallait donc la date, nouer les deux contrats pour une même durée, en fait, une même fin. Donc, ce qui veut dire que donc, pour le contrat complémentaire, on était à 26 ans. Donc, il sera donc le 30 novembre 2039 que ce contrat prendra fin. Mais pendant effectivement qu'on faisait effectivement ce contrat, on avait conscience que effectivement ce contrat devrait être valable pour 26 ans, mais par rapport à un certain nombre de critères de performance que le concessionnaire sera tenu de respecter. Très bien. Merci Abdoulaye Thiam. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de l'APIX. Aliou Sawaré est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Expert en partenariat public-privé, l'État du Sénégal gagne-t-il dans cette affaire? Sur le principe, l'État du Sénégal peut gagner sur un partenariat public-privé si le partenariat public-privé est bien fait. Parce qu'il y a des constantes... Mais pour ce cas précis? Et pour ce cas précis, d'abord, on peut dire qu'il y a la mobilité urbaine, il y a le désenclavement, mais c'est... Oui, décidément. Le téléphone nous a lâché, sans doute, oui. On va le retrouver, ce sera à 13h. Toutes nos excuses, la météo avant de boucler cette édition.
cours des prochaines 24 heures, un ciel passagèrement nuageux va prédominer sur la majeure partie du territoire, notamment sur le littoral comme Dakar, Saint-Louis et le nord comme Podor. À partir de demain après-midi, le ciel va s'éclaircir progressivement sur le pays. Malgré une légère baisse des températures diurnes, la sensation de chaleur sera donc notée sur l'ensemble du territoire, plus particulièrement sur le nord-est comme Matam, Bakel, où les maxi de température seront relevés. Fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Antoine Diouf. Levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. L'Assemblée nationale se penche sur la question demain, a déclaré le président de l'institution parlementaire. L'État du Sénégal n'a pas défendu ses intérêts dans le contrat qui le lie à Eiffage pour la réalisation de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia. C'est l'économiste El Hadj Mounirou Ndiaye qui le dit. L'enseignant-chercheur émet quelques doutes par rapport à ce partenariat public-privé. Des problèmes d'eau à l'hôpital de Fann. Les accompagnants des malades sont obligés de se débrouiller tout seuls pour trouver des bouteilles d'eau minérale. Et puis en Casamance, les populations du village d'Efok dans la commune de Saint-Thiaba-Manjac ne peuvent pas exploiter leurs terres et rizières du fait des positions rebelles qui sont juste à côté. Elles souhaitent le retour définitif de la paix dans le sud du pays. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. Réalisation Georges Détché Diop et Man Touré. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw à 13h. La grande édition à Wolof sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Yalgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.